Welcome to the news of the week. Nous allons commencer par une conférence introductive par Gilles Babinet, que je remercie de nous rejoindre, à qui je vais laisser le pupitre dès qu'il sera ici. Et la table ronde, je laisserai Harmonie Altigné, donc, qui est administratrice de notre syndicat, présenter les intervenants et ensuite animer le débat qu'il va y avoir. Je vous laisse la parole. Voilà. Ça marche comme ça, hein, c'est ça. Voilà. Bonjour, je suis évidemment très heureux d'être ici parmi vous. Je ne vous cache pas que c'est un jour un peu particulier parce que je suis en train de battre un record. Parce qu'aujourd'hui, je fais 4 conférences différentes. C'est assez étonnant. J'ai réalisé ça en ouvrant mon agenda ce matin. Je fais des conférences sur des thèmes relativement différents. Mais je ne vous cache pas que tout ce qui est commun dans tous ces thèmes, c'est la transformation numérique ou digitale et qui évidemment s'adresse à absolument tous les secteurs dans tous les domaines. Donc la conférence de ce matin, ma première conférence, c'était une conférence qui avait trait sur enseignement supérieur et numérique. On a longuement débattu de ces sujets et je pense que ce que ça a d'intéressant d'en parler, c'est que c'est probablement l'un des points où les résistances s'expriment avec le plus de vigueur. Mais ce qui est intéressant et très symptomatique finalement, c'est que même dans ce domaine, on se rend compte qu'on ne pourra pas résister à la transformation digitale qui s'annonce, je crois, assez brutale, et notamment où, me semble-t-il, les différences de développement sont probablement les plus marquées. C'est-à-dire que si vous comparez ce qui se fait dans certaines universités américaines en particulier, en termes de ce qu'on appelle du blended learning, c'est-à-dire un mélange de présentiel et de virtuel, avec ce qui peut exister dans d'autres pays qu'on ne mentionnera pas, vous apercevez qu'il y a vraiment des appréciations de la façon dont la transformation digitale se fait qui sont extrêmement variables. Et ça nous amène à un point qui, moi, est vraiment le point qui m'est cher, c'est que la transformation digitale, c'est tout sauf une transformation technologique. Moi, je suis confronté sans cesse à des entrepreneurs, principalement d'entreprises traditionnelles, des autorités publiques, des institutions au sein de l'État, des acteurs du gouvernement qui essayent de comprendre les enjeux de la transformation digitale et qui essayent principalement de les résumer à des concepts simples. Et la réalité, c'est que la transformation digitale, telle que je la vois, c'est avant tout des enjeux systémiques, des enjeux de gouvernance. Et évidemment, ça remet assez fondamentalement en question la nature même des institutions, la nature même de la décision collective, la nature même de la détention de l'information. Et voilà. Alors, aujourd'hui, on devrait être dans un débat qui est celui des 5 années à venir. Et je trouve malheureux que d'une part, il n'y ait pas de débat, mais ça, je pense que vous l'avez tous constaté. Et au-delà de ça, qu'il n'y ait pas de débat sur comment est-ce qu'on engage la modernité. Finalement, pour moi, l'opposé de la modernité, c'est ce qu'on appellera le populisme, c'est-à-dire de la pensée magique. Et la modernité, pour moi, c'est comment est-ce que le réel qui vient, on fait en sorte de l'anticiper et de le faire venir plus vite. Eh bien, malheureusement, on est plus dans le premier que dans le second aujourd'hui, et c'est encore une fois une opportunité perdue pour ce pays. Mais pour évoquer des choses qui sont plus optimistes, je vous dirais que malgré tout, je vois d'extraordinaires initiatives. Je vois un débat néopolitique apparaître, c'est-à-dire que je vois au milieu de la société civile, au cœur de start-up, au cœur des, comme l'appelle Henri Verdier, des start-up d'État ou des civic tech, des initiatives tout à fait remarquables. Parfois d'ailleurs, je vois aussi des entreprises, des associations caritatives devenir digitales et faire des choses tout à fait fantastiques. Je vous dis ça parce que ce matin, j'étais avec les gens de Singa, qui s'occupent d'accueillir des réfugiés.
et qui ont complètement compris comment on construit des parcours digitaux extrêmement efficacement. Et je ne sais même pas s'ils se sont rendus compte qu'ils se sont digitalisés. C'est-à-dire que ça leur semblait tellement naturel, probablement parce que c'est porté par des gens qui sont assez jeunes, de réussir à faire ça. Et la question qui se pose, et je crois qu'on va en débattre, c'est de savoir où sont les points d'appui. Est-ce que les points d'appui, ils sont au SGMAP, à la DINSIC, ou est-ce que les points d'appui, ils ne sont pas à prendre plus auprès de la société civile? Et la caractéristique très notoire dans ce pays, c'est que la société civile n'est pas un interlocuteur. C'est tout à fait frappant d'observer que dans de nombreux pays, on s'appuie réellement sur la société civile pour faire la transformation digitale. Et quand j'entends société civile, elle prend différents noms. Dans le monde du digital, on l'appelle multitude ou crowd. Mais cette société civile n'existe que très rarement. Donc j'en profite ici pour saluer le travail qu'a fait à cet égard Axel Lemaire, notre ancienne secrétaire d'État au numérique, et qui, me semble-t-il, pour moi, aura fait l'acte le plus remarquable de tout ce quinquennat qui s'achève, c'est-à-dire d'avoir co-créé sa loi avec les citoyens. C'est une vraie co-création, il y a eu 17 000 participants, c'est un acte qui a été réussi. Finalement, je crois que les distorsions qu'a pu connaître cette loi, elles ont surtout été introduites par des amendements techniques, me semble-t-il. Après, on pourra en parler éventuellement, hein. Mais ça a été un beau moment dans ce mandat. Et surtout, ça a été, je crois, une démonstration flagrante et évidente de la puissance de la multitude. Je rappelle qu'il y a eu donc 17 000 personnes qui ont participé. Il y a eu, on ne les a pas comptés, mais des amendements, entre guillemets, de la société civile en nombre absolument incroyable. Moi-même, je me suis retrouvé dans des débats que je n'aurais pas cru possible d'avoir sur la façon dont on doit conformer un certain nombre de textes, d'articles de cette loi. Et je suis un peu désolé de voir que dans un pays qui finalement est dans une logique d'affrontement qui est l'affrontement pas toujours constructif, on n'ait pas vu cet instant. Personne, aujourd'hui, ne reprend cet instant pour en faire finalement un élément de son programme politique. Je dis personne, presque personne, ce sont des choses qui existent un peu dans certains programmes des candidats, mais qui sont, à mon avis, insuffisamment relevés par à la fois les futurs électeurs et encore moins par les médias qui nous parlent de ces programmes. Donc voilà quelques éléments que je voulais évoquer avec vous. Je parlerai également de la transformation du paysage économique. Vous savez que je fais avec les Échos tous les ans un baromètre de l'agilité digitale du CAC 40. Maintenant, avec EY et APAC, je fais également un baromètre de la transformation digitale au sein des ETI. Et puis, j'ai des interactions fortes avec Eurostat, qui réalise le DESI, qui est un Digital Economic and Social baromètre, en fait. Et ce DESI vient d'être publié il y a, il y a 4 ou 5 jours, et la France s'y maintient à sa 16e position. C'est tout à fait regrettable. Je pense que, pour moi, c'est malheureusement une façon cruelle de se rappeler que malgré tous les discours politiques en particulier, eh bien, la transformation digitale n'est pas si bien engagée que ça, et que on est, malgré la French Tech, malgré les investissements conséquents de la BPI, pas encore rentré au cœur du sujet, et que le cœur du sujet, c'est la nature même de la gouvernance que l'on souhaite mettre en place. Je finirai en vous disant que la conviction que j'ai acquise au travers de mes voyages, de mes fonctions, etc., c'est qu'on rentre dans un temps où les cycles d'innovation sont beaucoup plus courts. L'innovation, elle est globalisée, elle est mondiale, et les entreprises, les institutions doivent faire face à un temps qui est un temps beaucoup plus court, aussi bien en termes de décision politique qu'en termes de gestion de la concurrence. Et le seul moyen d'affronter ça, c'est d'avoir des modèles de gouvernance qui sont beaucoup plus aplatis, beaucoup plus subsidiaires,
beaucoup plus partagée, et qu'il nous faudra un jour faire preuve de maturité et accepter que les citoyens ne sont pas des éternels adolescents, comme le pouvoir verticalisé tente à vouloir nous le faire croire, parce que c'est évidemment son intérêt de faire ça. Je vous remercie pour votre attention. Welcome to the news of the week.